Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à vous, chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dans ma bulle. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à vous joindre à nous, car on accueille aujourd'hui un garçon qui a beaucoup fait parler de lui au dernier Salon international du livre d'Alger. Il s'agit du jeune, ou j'ai envie de dire très jeune écrivain, Mohamed Abdallah, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. En tout cas, nous, on est ravis de l'accueillir. Bienvenue à vous et merci d'avoir dit oui à notre invitation, Mohamed. Bonjour et merci infiniment de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. C'est surtout ça, c'est dans ce sens-là. C'est extraordinaire, franchement. Alors nous, on est ravis de vous avoir avec nous. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont découvrir plein de choses, en tout cas sur vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui vous concerne. Mais d'abord, le SILA 2018 qui vient de s'achever il y a quelques jours. Que retenez-vous de cette 23e édition, Mohamed? Ça s'est plutôt bien passé pour vous. Ah, c'était fantastique pour moi, vraiment. Je pense pas avoir pour le moment le recul pour porter un jugement global, mais de ma propre expérience, ça a été franchement splendide. C'est totalement un nouveau monde que je découvre depuis 12 mois maintenant, et j'essaie de m'y accoutumer, mais c'est difficile. Mais vous étiez présent déjà aussi là 2017. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit depuis 12 mois. Oui. Cette 12e expérience, elle a été comment? Plus enrichissante pour vous? Nouvelles rencontres, nouvelles découvertes, plus d'émotions? Je dirais qu'il y a eu autant d'émotions l'an dernier, mais cette année c'est des émotions d'un type différent. Cette année, comme je retrouve pas mal de figures que j'avais connues, ça fait quelque chose de commencer un petit peu à se sentir chez soi dans ce monde de la culture, et j'espère me faire ma petite place à force de découverte. Moi, je crois que c'est bien parti. Pour faire votre petite place, je pense que c'est bien parti. Mais sinon, le SILA, le Salon international du livre d'Alger, on n'a pas cessé de le répéter durant toute la durée de cette 23e édition, un rendez-vous incontournable de la culture. C'est un rendez-vous qui draine beaucoup de monde, beaucoup de foule. Les gens aiment partir aussi là parce qu'il y a plein de choses à y voir et à retrouver. Il représente quoi pour vous, ce salon? C'est cette découverte, c'est ce partage, c'est la rencontre avec les lecteurs, c'est rencontrer des écrivains plus âgés. C'est quoi le SILA pour vous, Mohamed Abdallah? Alors déjà, si je devais faire un résumé, c'est un petit peu tout ce que vous avez cité en même temps, condensé, mais c'est vraiment le point d'orgue, je trouve, de la vie littéraire et culturelle en Algérie. Ce qui me fascine vraiment, c'est le fait que ça soit quelque chose à l'échelle mondiale. On se sent vraiment au centre du monde et chez soi. C'est un sentiment qui est très particulier. On se sent à la fois dépaysé et en territoire familier. C'est un mélange très paradoxal que j'adore. Enfin, si n'en tenait qu'à moi, il durait 365 jours par an. Oui, il y en aurait plusieurs pendant l'année aussi. Ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs salons internationaux du livre pendant l'année. Ce serait formidable. Ah oui, pourquoi pas? Moi, j'approuve totalement cette idée. J'approuve aussi cette idée. Alors, il y a eu beaucoup de critiques positives à votre égard, Mohamed. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes, des avis autorisés, on va dire ça comme ça, vous présentent comme un auteur exceptionnel. On vous prédit même un grand destin littéraire. Ça vous fait quoi? Ça vous fait certainement plaisir, chaud au cœur d'entendre vos aînés parler de vous de la sorte? Ah, totalement, parce que surtout quand on arrive à mon âge, on n'est jamais totalement certain d'être à sa place. 21 ans, faut préciser. Oui, à 21 ans, parce que il y a encore un an et quelques, mon audience la plus impressionnante, c'était des professeurs au moment de faire un exposé. Là, c'est une toute autre échelle. Donc
tout commentaire positif, pour moi, c'est un trésor que je recueille et que je garde près de moi précieusement. Pour ce qui est de la dessinée, j'espère tout simplement ne pas décevoir ceux qui ont la folie de croire en moi. Alors, quand on est jeune, non, c'est pas une folie. Quand on est jeune et qu'on a un succès, il faut le dire, parce que beaucoup parlent de vous, de vos écrits, notamment parce que vous avez proposé lors du dernier SILA 2017 et celui-ci qui vient de s'achever 2018, proposer des romans assez exceptionnels, il faut le dire. Les gens ont aimé vous lire. Quand on a un succès comme ça assez rapidement, même si vous écrivez depuis très longtemps, on va le dire, tout au long de cette émission, on va parler de cet amour que vous avez pour l'écriture, mais quand on a un succès aussi rapide, comment faire pour garder les pieds sur terre? Parce que c'est important. Et on vous décrit comme étant un garçon justement qui garde et qui sait garder les pieds sur terre. Eh bien, je dirais que le mieux, c'est de se dire que c'est quelque chose, c'est une coïncidence qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Il y a l'expression, vous savez, qui est utilisée dans plein de domaines. C'est l'expression d'un signe noir. C'est un événement totalement imprévisible et qui dépasse de très loin l'impact de tous les petits événements prévisibles qui jalonnent le quotidien. Je vis ça comme un signe noir positif que je vis, parce que les signes noirs peuvent être positifs ou négatifs. Et je vis ça vraiment comme quelque chose qui tombe du ciel et plutôt comme comment dirais-je, comme quelque chose qui fait plutôt peser sur moi une pression supplémentaire, parce que je marche beaucoup à la pression, plutôt que comme une caution pour me dire ça y est, je suis arrivé, c'est fini et tout. Je préfère me dire que c'est surtout un cadeau qu'on me fait. Et puis peut-être se dire aussi que c'est le début de quelque chose et qu'on n'est pas encore forcément arrivé et qu'il y a encore du chemin à faire, même si vous avez quand même réalisé quelque chose de formidable, écrire deux romans qui ont eu un succès, donc ça c'est formidable, mais il reste encore des choses à faire. Comment on réfléchit justement quand on tente de garder les pieds sur terre? Est-ce qu'il y a ce stress positif peut-être qui vous permet tout au long de l'année de tenter d'écrire encore et encore et d'être, parce que c'est aussi une responsabilité, j'ai envie de dire, quand on réussit quelque chose, on a tout le temps envie de réussir encore plus et on a tout le temps les yeux braqués, parce que c'est vrai que quand on a du succès, les gens attendent ce qui va arriver. Donc vous êtes dans cette dynamique tout le temps, tenter de faire toujours de son mieux. Oui, eh bien, je pense que vous avez parlé de l'idée d'être arrivé ou pas. Moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment arrivé, qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Oui. Pour ce qui est de ce que les gens pensent des attentes qu'il peut y avoir, je pense que d'avoir commencé aussi jeune, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand on a plus de recul, oui, on mesure mieux ce que c'est que de publier un roman. Publier un roman, c'est prendre une part de soi, la mettre en mots, mettre les mots sur des pages et la donner. Et la donner à lire et prendre le risque que les gens critiquent, que les gens n'aiment pas, etc. Et ça fait partie de cet univers. Et je pense que si j'avais eu plus de recul, j'aurais peut-être hésité. Mais là, puisque faites-moi, je me suis lancé dans ce monde et que j'ai commencé assez jeune et que je continue encore. Ça y est, j'y suis. Alors autant poursuivre. J'ai commencé sans être totalement conscient de ce que ça représentait, et maintenant que j'y suis, autant y rester. Voilà. J'y reste et j'espère que vous allez rester longtemps. En tout cas, c'est un plaisir de vous lire. C'est très important de le dire. Mohamed Abdallah, on va bien sûr parler de vos œuvres littéraires, de votre amour pour la littérature, pour la lecture, mais aussi pour l'écriture qui a commencé très jeune chez vous. Mais d'abord, l'émission Dans ma bulle, elle s'intéresse aux lieux, puisqu'on aime beaucoup connaître les lieux qui comptent pour nos invités, les lieux qui les touchent, qui leur parlent. On aime bien imaginer les bulles de nos invités. Donc, je vous pose la question tout simplement. Où est-ce que vous situez votre bulle à vous? Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Votre bulle à vous, elle serait où? Voilà, on aime bien imaginer les univers de nos invités. Eh bien, moi, je pense que ça va être. Je pense pas que vous avez déjà eu une réponse pareille, mais moi, c'est partout et nulle part. C'est-à-dire que, comme dans ma vie, j'ai énormément bougé. J'ai eu
un enchaînement de déménagements pour diverses raisons. Ça a été assez instable, mais du coup ça m'a donné une adaptabilité qui ne me dessert pas dans pas mal de situations. C'est-à-dire que je peux trouver des matières à être à l'aise dans à peu près tous les domaines, que ce soit dans l'isolation, quand je vis dans une ville comme ça, comme ici à Alger, dans le cœur quand même d'un pays, c'est quand même quelque chose d'assez différent, mais les deux versants me plaisent tout autant. Pour ce qui est des univers poétiques, je dirais que je suis très fasciné par les lieux de grand froid. Peut-être parce que ça fait partie des rares endroits où je ne suis jamais allé. C'est là où mon imaginaire a libre cours. Le jour où j'irai, peut-être que du coup ça sera plus. On attend. Oui, merci. On attend ce jour et on attend ce qui va en venir, découler. Voilà, ce qui va en découler juste après. En tout cas, vous êtes entre la France et l'Algérie, on peut dire ça comme ça. Vous êtes né en France, mais vous avez grandi en Algérie. Votre enfance, vous l'avez vécue à Tlemcen, une ville à laquelle vous êtes très attaché. Quand on parle de Tlemcen, j'imagine qu'il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent à chaque fois puisque vous avez passé votre enfance. Oui. Tlemcen, c'est une ville que vous adorez, vous y êtes encore aujourd'hui puisque vous êtes étudiant là-bas, mais c'est aussi la ville de votre enfance. Tlemcen, elle représente beaucoup de choses. Oui, tout à fait. C'est parce que vous parlez de bulle à l'instant. C'est vrai que ma mère me faisait vivre dans une sorte de bulle avec beaucoup de références de sa période, de la période où elle a grandi elle. Ce qui fait que j'ai des souvenirs comme s'il m'arrivait des années 70 en fait, qui me viennent à l'esprit avec des chansons que je n'ai pas connues directement. Voilà. Je les ai connues indirectement, exactement. Mais que vous n'avez pas vécu. Voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est la ville de Tlemcen pour moi est associée à plusieurs décennies de souvenirs qui ont été condensés dans mon enfance et c'est une expérience assez spéciale et un rapport bien sûr très profond que j'ai avec cette ville. Des souvenirs comme quoi, par exemple, votre maman, je sais qu'elle est très portée sur la culture, qu'elle vous a très jeune inculqué cet amour pour la lecture, pour la littérature. Donc c'est un peu ça les souvenirs ou au-delà de la culture, au-delà de la littérature, des souvenirs que votre maman vous a un peu vous a partagé avec vous. En tout cas, ce serait quoi ces souvenirs? Eh bien là, vous me posez la question là devant mes yeux. La première chose qui est venue spontanément, c'était les balades dans le jardin public. D'accord. Il y a un jardin public un peu au nord de Tlemcen, un peu comme ça sur le flanc de la montagne, et ma mère m'y emmenait souvent. J'essayais d'observer les oiseaux avant qu'ils ne s'envolent, et c'était un petit peu ces moments-là où elle en profitait parce qu'elle me parlait en permanence. Elle essayait tout le temps d'essayer de m'instruire sur absolument tout pour voir comment je réagirais. C'était vraiment des expériences assez fantastiques. Alors, cette ville de l'ouest de l'Algérie qui est chargée d'histoire, qui est chargée de culture, elle a de grandes places, elle a des monuments très très importants. Au-delà de ce jardin public dont vous venez de nous parler, Mohamed Abdallah, est-ce qu'il y a d'autres endroits si on vous demandait de faire une petite d'inviter quelqu'un qui ne connaît pas Tlemcen comme moi d'ailleurs, parce que je ne suis jamais partie, et c'est un tort parce que c'est une ville que je rêve d'aller visiter. Si je viens à Tlemcen, je dois aller où? Allez, faites-nous une petite visite guidée, touristique. Est-ce qu'il y a des lieux, quand on vient à Tlemcen, que vous aimez et qu'on doit absolument visiter? Alors déjà, je dirais qu'il faut commencer par le Méchois. C'est vraiment la citadelle chargée d'histoire. Il y a les ruines de Mansoura, aussi un peu au nord-est. Il y a ces ruines-là qui sont chargées de siècles d'histoire, qui sont très comment dirais-je, très solennelles. Il y a cette idée que le temps chaque année laisse une marque et elle s'accumule et ça fait quand même une aura assez impressionnante. Je dirais que après, une fois qu'on aura vu ces deux lieux très importants, bien sûr, pour avoir une vue d'ensemble sur Tlemcen, il faut monter au plateau de l'Elasti. Oui. Là par contre, ça a été refait à neuf avec un hôtel, une esplanade magnifique, une vue spectaculaire et majestueuse sur la ville de Tlemcen. Et je dirais que c'est assez
ce qui est assez particulier dans cette ville, c'est que on se sent toujours pris dans une espèce de bulle temporelle. Il est très facile de retrouver, si on s'intéresse un petit peu, de retrouver des coutumes qui datent de plusieurs siècles, etc. Moi-même, je ne suis pas un grand expert sur la question, mais à chaque fois, ma mère, comme ça, me glisse, elle me dit, tu sais, ça, à Tlemcen, ça se fait depuis tant et tant d'années, voilà, c'est telle coutume, et ça a commencé pour ça et pour ça. Et c'est très... je dirais que c'est à la fois pittoresque et impressionnant. D'accord. Oui. Alors si je viens à Tlemcen, je vous prends comme guide, ça vous va? Voilà. Ok, d'accord. Adjugé, vendu. Alors, il y a donc l'Algérie, le pays qui vous a vu grandir, mais aussi la France, le pays où vous êtes né. Est-ce que dans votre bulle, et je sais que oui, il y a peut-être ce lien entre ces deux pays qui est permanent? Oui, je dirais que le simple fait que je parle français, que j'écrive en français, ça ouvre un univers intellectuel qui est quand même même s'il y a une francophonie qui est généralisée, mais que ça ouvre quand même un univers culturel qui est plutôt français. Et ça donne un certain nombre de perspectives, un certain nombre de références qu'on a en commun. Je le vois notamment avec tous les pays qui font partie de la sphère francophone. Lorsqu'on rencontre des expatriés à Paris ou dans d'autres villes françaises qui viennent de là-bas, il y a toujours ce rapport à la culture française qui est très particulier parce que c'est une culture qui est chargée d'histoire et qui est une histoire pas toujours bien heureuse. Et en même temps, il y a aussi ce rapport à une langue que si on la manie, c'est qu'on l'aime, la langue. Donc c'est forcément un rapport ambigu et très intéressant parce que en général, les éléments les plus intéressants d'une vie humaine sont ceux où il y a une ambiguïté. Et là, en l'occurrence, l'ambiguïté est totalement présente. Alors, la bulle, par contre, plus intime de l'auteur, de l'écrivain que vous êtes, elle serait où? Est-ce qu'il vous faut une ambiance bien précise quand vous écrivez? Mohamed Abdallah, du calme, de la musique, la nuit, le matin très tôt, quand l'inspiration est là, partout où vous allez. Ça se passe comment, cet exercice, cette action de l'écriture? La bulle de l'écriture, elle est comment chez vous? Quand je me concentre sur une écriture, je deviens un ermite complètement. Je n'ai pas. Je parlais des lieux, que je sois isolé déjà en pleine campagne ou que je sois en plein cœur d'une grande ville, je m'isole complètement. J'essaie d'avoir le moins parce que c'est vraiment un rapport très intime qu'on a avec quand on voit les pages, avec les pages, quand on les voit se noircir et quand on voit au fur et à mesure une petite œuvre comme ça qui prend forme, qui s'agrandit, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est un petit peu c'est un cliché de parler de l'œuvre qui prend le dessus, qui échappe à l'écrivain, mais à titre personnel, je ressens un rapport de complicité plutôt. Je me sens rarement dépassé peut-être parce que j'essaie encore de garder le contrôle, peut-être qu'un jour je ne pourrai plus. Que vous perdrez. Oui, mais c'est plutôt une relation de complicité que j'ai avec l'œuvre à laquelle j'essaie de donner forme. D'accord. Alors cette passion pour l'écriture, vous l'avez depuis tout petite, depuis très jeune, vous avez commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Comment elle est venue à vous, cette écriture, cette passion pour l'écriture? Comment elle est née en vous, Mohamed Abdallah? C'est tout simplement une idée de vouloir m'exprimer sans, je pensais jamais un jour être publié ou quoi que ce soit. C'est simplement que je voulais mettre mes idées sur des pages parce que je me rendais compte que l'oralité a une limite. On parle beaucoup de l'importance du patrimoine oral, mais pour ce qui est de la conservation et surtout de la structuration, parce que moi dans ma tête, conserver ce que je pense, je me disais, à la limite, qui est-ce que ça va intéresser? Mais juste pour avoir comme ça une petite structure, pour pouvoir revenir après sur mes pas, sur mes pas intellectuels, et essayer de restructurer tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Puis après, je me suis rendu compte qu'en arrangeant un petit peu les choses, ça pouvait faire un livre. Et après, une fois que le livre était là, je me suis dit,
pourquoi pas l'hésiter. Alors c'est vrai que votre première œuvre littéraire, vous avez commencé à l'écrire à l'âge de 14 ans, mais est-ce que avant l'écriture de cette œuvre que vous avez ensuite remaniée, réagencée, est-ce qu'avant l'écriture de l'œuvre en question, il y a eu des écrits que vous avez laissés au fond d'un petit tiroir? Sur quoi, par exemple? Quelques-uns, mais c'était surtout des réflexions, des petites réflexions, parce que j'étais dans un milieu très politisé. Et c'était des petites réflexions sur telle ou telle habitude que je voyais chez différents décideurs et qui m'amusaient. Je me disais, tiens, c'est marrant, il y a telle habitude qui revient très souvent chez quelques tics de langage. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, je commençais à écrire des uchronies. Je prenais tel point de l'histoire, je me disais, tiens, si tel endroit, à tel moment, il y avait eu un événement qui s'était passé différemment, qu'est-ce que ça aurait donné on parle de l'effet papillon. Quelles auraient été les conséquences? Il y avait eu une uchronie, le nom de l'auteur m'échappe, qui disait que si Alexandre de Macédoine n'était pas mort à 32 ans et qu'il avait vécu plus longtemps, on aurait pu avoir une station lunaire il y a 500 ans. Moi, c'est ce genre de choses-là qui m'amusait quand j'étais enfant et qui me transportait. Donc, j'aimais déjà mélanger un petit peu la fiction et la réalité historique. Mais petit, il y avait cette passion pour l'écriture, mais il y avait aussi la passion pour la lecture que vous la gardez, peut-être que vous la tenez de votre maman, mais très petit, vous avez été bercé par de grands auteurs. Vous avez des souvenirs de livres que vous avez lus petit et qui ont été écrits par des auteurs immenses? Ah ben déjà je vais devoir commencer par Mohamed Dib, oui, vous en doutez. Ça c'est clair. Oui. C'était vraiment l'incendie, ça m'a beaucoup marqué parce que je parlais du rapport à l'histoire, la manière dont la grande et la petite histoire étaient entremêlées, je trouvais ça vraiment magistral. Et ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu aussi plus tard, pour rester dans la littérature algérienne, il y a eu aussi les écrits de Mouloud Faraoun qui m'ont aussi beaucoup marqué. Pour revenir à la partie enfance, il y a aussi eu les lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet, qui m'ont beaucoup marqué. C'était vraiment mon univers. On parlait de bulle, c'était ma petite bulle parce que la Provence, et le sud de la France, ça ressemble beaucoup dans le climat, dans l'univers. Ça ressemble beaucoup au nord de l'Algérie, c'est pas loin, c'est le climat méditerranéen. Et donc je me sentais un petit peu chez moi aussi. Et c'était cet état d'esprit-là qui m'intéressait, cette douceur de vivre finalement. Et un peu plus tard peut-être Zola, Balzac? Bien sûr. Après, ceux-là, en fait, ils sont tellement universels que c'est dur d'avoir un rapport plus personnel. On est vraiment écrasé par le poids de l'œuvre et aussi sa dimension peut-être plus lointaine. Quand je parle de géants comme Mohamed Dib ou Mouloud Faraoun, je sens un rapport plus intime parce que c'est la littérature algérienne, c'est vraiment, je me dis, quelque part, c'est aussi un petit peu mon patrimoine. Quand je lis du Zola ou du Tolstoï, je me dis c'est le patrimoine de l'humanité. Je comprendrais tout à fait qu'un Français ou un Russe se dise c'est mon patrimoine. Mais personnel. Plus universel, oui. Oui, voilà. Mais à titre personnel, même si les thèmes abordés par Mohamed Dib et Mouloud Faraoun sont aussi universels, comme c'était mes compatriotes, je sens un rapport plus intime à leur œuvre. Plus direct, on est d'accord. Alors, on va revenir à l'écriture, si vous le voulez bien, Mohamed Abdallah. Vous êtes un vrai passionné, on l'a compris. Vous avez commencé très jeune à écrire. On a parlé de vos souvenirs d'écrits de jeunes garçons. Parlons de votre premier roman édité chez Nassib, Entre l'Algérie et la France. Il n'y a qu'une seule page. Alors, vous avez mis du temps à écrire ce roman. Vous avez commencé à l'âge de 14 ans à le faire. Vous avez ensuite peaufiné votre œuvre pour l'offrir ensuite à votre lectorat. Il y a ce rapport entre l'Algérie et la France dans votre roman. Mais est-ce que je peux vous poser la question, vous l'avez écrit pour qui? Est-ce que c'est pour les Algériens ou est-ce que c'est pour les Français ou est-ce que c'est pour les deux finalement? Je pense que c'est pour les Algériens, que c'est pour les Français qui ont envie qu'on leur parle d'Algérie. La précision est importante.
Et oui, parce que je ne vais pas m'attarder avec ceux qui sont encore dans un état d'esprit peu constructif. Mais globalement, je pense que il y a encore une partie des Français qui peuvent avoir un intérêt dans ce dialogue-là. Ce que je voulais dire avec ce roman, c'était que on entend souvent la formule, c'est celle d'un ancien président, bien sûr, feu Ouali Boumedienne, qui répondait à Valéry Giscard d'Estaing, qui parlait de tourner la page. Et c'est vrai qu'on entend souvent l'expression de tourner la page entre l'Algérie et la France. Encore aujourd'hui. Oui. Et je pense que c'est souvent un prétexte pour aseptiser les relations, pour rester purement sur du commercial ou sur une relation purement mercantile. Alors quel bénéfice peut avoir une partie ou une autre? Je pense qu'il y a plus que ça, qu'il y a des relations humaines et que les relations humaines ne peuvent pas être remises à zéro. Nous ne sommes pas des fichiers que l'on peut effacer ou on peut vider la mémoire d'un ordinateur, mais pas d'un être humain. On ne peut pas formater, on est d'accord. Exactement. Et c'est ça un petit peu que j'ai voulu mettre en exergue dans ce roman, ce qui est que les rapports entre l'Algérie et la France, avec de temps en temps le bon et d'autres fois le moins bon, montrent une certaine continuité sur les dernières décennies et peut-être même avant. Alors, c'est votre vision à vous de ce lien qu'il y a entre ces deux pays? C'est votre vécu à vous? Ou c'est encore les souvenirs qu'on vous a, que votre maman peut-être vous aurait apporté, ou des souvenirs que vous aurez récoltés? C'est quoi au juste ce lien que vous avez vécu vous-même ou d'autres? C'est un mélange des deux parce que ma mère a eu ce rapport-là avec les coopérants français. Moi, j'ai eu ce rapport-là avec les Français en France. Moins avec les Français en Algérie, j'en ai croisé moins qu'elle. Mais je pense que c'est un rapport qui oscille. C'est vraiment ce yo-yo qui est parfois un peu fatigant, mais qui est toujours intéressant, je trouve, dans les relations entre les deux pays. Je pense que on n'échappe jamais totalement à l'histoire. Même quand on essaye de dire bon, on fait abstraction. Non, on fait jamais abstraction. C'est toujours dans un coin de la tête. Oui, ça reste. Donc il faut en parler. Vous avez bien raison. Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. Dans le roman, en revanche, il y en a un peu plus de 600, je crois. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette relation entre ces deux pays, des choses à raconter, ou c'est parce que ça vous a pris autant de temps? Parce que c'est un peu, vous avez commencé à 14 ans à l'écrire, donc à le peaufiner, et au fil des ans, c'est vrai que les pages s'accumulent. Oui, je pense que c'est parce que j'avais choisi de parler vraiment sur un demi-siècle ou un peu plus d'histoire. C'était le choix de base qui a fait que je ne pouvais pas condenser encore davantage. J'avais encore de côté quelques centaines de pages que j'avais écrites, mais que j'ai gardé de côté parce que je me suis dit bon, ça va quand même à un moment donné. Il faut pas non plus exagérer. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce roman-là. Déjà, je pense avec le recul que c'était peut-être un peu trop ambitieux d'essayer de parler d'un demi-siècle d'histoire dans un roman. Et surtout s'il faut aussi faire la place aux personnages, parce qu'un roman c'est quand même des personnages. Oui, tout à fait. Et même s'il y a beaucoup d'histoires. Voilà. Et c'était ce choix-là qui a fait que je ne pouvais pas échapper à un roman aussi long. Pour le deuxième, j'ai essayé de me condenser un peu plus et ça a été un peu plus court. Voilà, un peu plus court. Alors on va parler justement de votre deuxième roman, présent aussi là, 2018. Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, donc édité chez l'ANEP. Vous avez parlé des femmes cette fois qui étaient au maquis et qui tentent de trouver leur place donc dans une société ou dans une période post-indépendante. Dans la période post-indépendance, pourquoi ce thème, Mohamed Abdallah? Pourquoi les femmes d'abord, et pourquoi cette période donc après l'indépendance? Alors, le thème, c'est parce que je pense que pour vraiment comprendre une société, et j'essaye de comprendre du mieux possible la société dans laquelle je vis, la société algérienne, je pense qu'il faut s'intéresser au destin qui est fait aux femmes. Je pense que c'est un très bon indicateur de la manière dont évolue une société. En l'occurrence, je pense que ça s'applique d'autant plus à la société algérienne que les périodes de progrès
et d'avancement dans tous les domaines dans la vie algérienne ont été des périodes de progrès pour les droits des femmes. Lorsque les droits des femmes ont été sur la défensive, voire sur le recul, ce n'était pas bon en général pour toute la société algérienne. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la période des années 60-70. Oui. C'est parce que c'est vraiment dans cette période-là où le combat pour le droit des femmes, tout en se heurtant encore à des blocages, était en train d'enregistrer quelques victoires, et en même temps, l'Algérie enregistrait des victoires sur la scène internationale, puisque au-delà de la guerre de libération nationale et de notre révolution, il y a eu ce combat de l'Algérie pour trouver sa place dans le concert des nations. Et c'est ce parallèle-là que j'ai voulu mettre. Je n'ai pas insisté excessivement dessus, mais le lecteur pourra s'en rendre compte au fil des pages qu'il y a de temps en temps comme ça un petit rappel sur les réussites culturelles, diplomatiques de l'Algérie, et en même temps le combat des femmes pour s'épanouir. Et j'ai essayé de montrer que les femmes peuvent avoir mille et une manières de s'épanouir. Le plus important, c'est qu'il y ait le choix. Les hommes ont très souvent le choix. Nous avons très souvent le choix de la carrière qui nous plaît le plus. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. On est d'accord. Alors, on retrouve dans votre roman plusieurs personnages, des femmes notamment. Fadwa, Abla, il y en a plein d'autres que je ne vais pas toutes les citer. Mais il y a un seul homme dans votre roman, c'est Omar. Alors, vous le décrivez dans votre roman. Il représente quoi finalement, Omar? Est-ce qu'il représente cette autorité masculine, le pouvoir, ou c'est juste un homme qui aime beaucoup la compagnie des femmes? Il représente quoi dans votre roman? Pourquoi d'abord un seul personnage homme dans votre livre? Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est tout simplement, c'est parti du fait que dans le premier roman, le personnage principal était une femme. Cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais parler des femmes. Je vais parler des femmes et je vais prendre un personnage. Il n'est pas tellement le personnage principal, il est plus le personnage témoin. J'ai voulu raconter à travers lui les destinées de ces femmes, et aussi essayer de présenter le rapport qu'il peut avoir avec les femmes. Ce n'est absolument pas l'autorité. Lui-même est le plus jeune de sa fratrie. Il a été un peu écrasé par le poids du paternel et dans une moindre mesure aussi des frères aînés. Et il a toujours essayé de trouver sa délivrance dans la compagnie des femmes. Et c'est cette idée-là que j'ai voulu montrer, que il ne s'agit pas toujours d'un rapport de force entre hommes et femmes, parce que quand on parle de combat pour les droits de la femme, il y a cette idée que c'est un combat des femmes contre les hommes. Non, je pense que malheureusement, il y a aussi des femmes rétrogrades qui sont dans le camp de ces vieilles traditions qu'on essaye de surimposer à tout prix à une société moderne, et qu'il peut aussi y avoir des hommes qui sont convaincus de la nécessité de ce combat-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un combat qui se mène à deux. Et exactement, ce n'est côte à côte. Tout à fait. Ça peut pas être une partie de la société contre l'autre, parce qu'il y a souvent cette idée que les hommes, et par mauvais calcul certains le font, et essayent de se cramponner à leurs privilèges. Mais ils ne voient pas que être privilégié dans une société où les femmes sont quand même entravées, c'est un très mauvais calcul. C'est pas juste une question de morale. C'est que c'est aussi condamner une société à courir à participer à la course du progrès à cloche-pied. C'est s'interdire de réussir si on ne permet pas aux femmes d'exprimer absolument toute leur potentialité. Et il vaut mieux être sur un pied d'égalité dans une société qui réussit que d'être privilégié dans une société en échec. Je pense que c'est un petit peu ça aussi le message à faire passer à certains hommes. Certains. J'espère qu'on va donner l'envie à nos auditeurs d'aller chercher ce roman. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu la chance de le découvrir aussi là, vous pouvez toujours chercher ce roman. Souvenez-vous de Nos sœurs de la Soumam, donc édité à l'édition ANEP. Ça s'est bien passé avec ce nouveau éditeur pour vous?
Ah, c'est fantastique. Je suis vraiment aux anges. C'est extraordinaire. En premier lieu, Assia Bass, c'est une dame fantastique, Et puis même, je vais pas tous les citer parce que il y a Monsieur Sida Ali Sakhli, il y a Rachida Belawi, il y a Beya, etc. Beya Ben Ahmad, c'est vraiment une famille, quelque chose d'absolument extraordinaire. Les auteurs que j'ai la chance de rencontrer cette année et l'année dernière également, avec Riyad Hadir, avec Amina Mekahli, qui sont des personnes absolument fantastiques. Et ce que je trouve très fascinant, c'est que ce sont des gens qui réussissent et qui gardent une simplicité désarmante. Et c'est extrêmement rare, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Voilà, en tout cas, on aura compris que vous avez vécu une superbe expérience et j'espère que vous allez pouvoir vivre encore d'autres expériences aussi magnifiques que celle-ci. Alors, Mohamed Abdallah, écrivain, votre passion, c'est l'écriture, on l'a bien compris, un grand amoureux de la littérature et pourtant, vous êtes un matheux. Ça s'oppose généralement ou chez vous, elles font ces deux disciplines, ces deux matières font un très bon ménage. Vous arrivez à concilier mathématiques et littérature ? Eh bien, vous savez, quand on est en mathématiques, quand on essaie de prouver un théorème, en général, il vaut mieux avoir un plan de base. Je pense que ce genre de plan peut être aussi utile pour écrire des romans, surtout quand on commence à mon âge. Il y a ce risque de se perdre dans son écriture, de commencer et puis après de finir à 1000 lieues du message qu'on voulait transmettre, de s'en mêler les pinceaux. Je pense qu'avoir une petite idée assez claire de ce qu'on veut transmettre comme message avant d'écrire un roman, c'est intéressant. Donc j'essaie de faire des transferts de compétences entre la partie mathématique et la partie littéraire. Allez, je vais vous proposer un pitch. Allez, une histoire peut-être qui vous intéresserait, une bonne idée d'écriture, un prof de maths qui est passionné de littérature et qui vit au quotidien une tourmente entre ces deux matières. Il n'arrive pas à les concilier, mais il arrive finalement parce j'aimerais bien qu'il y ait une fin heureuse à cette histoire. Vous penserez à un roman qui parlerait justement d'un prof de maths fou de littérature? Ça pourrait faire l'objet d'un bon roman? Oui, ça pourrait être tout à fait. Ça pourrait être quelqu'un qui essaie de trouver un théorème pour juger les œuvres littéraires, pour les classer, pour quantifier. Parce que moi, dans à peu près tous les domaines, j'essaie de tout quantifier. Ça c'est quelque chose que j'avais même avant de commencer à étudier les maths. Je voulais tout quantifier, tout mesurer. On passait, je vous ai parlé des promenades avec ma mère. On passait devant un immeuble. Je lui disais, à ton avis, fait combien de mètres celui-là? Vous avez cette manie de compter tout ce que vous voyez. Oui, et quand je passe en partie littéraire, je me rends compte que ça marche plus du tout comme ça. On peut plus du tout quantifier. On passe dans le domaine du subjectif. Et c'est très intéressant de voir le dialogue entre ces deux extrêmes qui ne le sont pas tant que ça, parce que les mathématiques, c'est aussi l'intersection entre les arts et les sciences. Ouais. Il y a eu un théorème qui a été prouvé il y a quelques années, ou quelques décennies, je ne sais plus, et qui a établi qu'un théorème ne peut jamais être contenu en lui-même. C'est-à-dire que il aboutira toujours à des conclusions qui reposent sur des axiomes qui ne sont pas démontrés par le théorème en lui-même. Il ne peut pas démontrer ses propres axiomes. Et ça veut dire que les mathématiques sont une discipline infinie. Qu'il ne peut pas y avoir de fin des mathématiques. Il y aura toujours des nouveaux théorèmes à démontrer, et c'est un petit peu comme la littérature. La littérature, c'est infini parce que c'est aussi une construction de l'esprit. Il y a aussi la théorie de l'univers mathématique de Max Tegmark qui dit que l'univers dans lequel nous vivons est mathématique. Nous ne créons pas les théorèmes. Les théorèmes sont là depuis très longtemps, et nous ne faisons que mettre des mots, des lettres, des chiffres dessus. Et ça, c'est un dialogue très intéressant parce que du coup, est-ce que c'est une construction intellectuelle ou est-ce que c'est la découverte de quelque chose qui est profondément inscrit dans la nature? Ce dialogue-là peut être très intéressant. Donc, merci pour l'idée du roman. Super. Alors, Mohamed Abdallah, votre papa est libanais. Quel est votre rapport avec ce beau pays qu'est le Liban?
Oh, je dirais un rapport aussi assez profond, je dirais. Il y a cette idée, vous savez, ça fait des millénaires que les Libanais vont aux quatre coins du monde. Ça a commencé avec la Phénicie, que nous allons aux quatre coins du monde, que nous fondons un peu dans les cultures et les pays que nous traversons. Et je pense que finalement, sans m'en rendre compte, parce que ce rapport-là à l'histoire, à la tradition, à l'héritage en fait. Il m'est venu au fur et à mesure, mais que très tôt j'ai commencé à être un petit peu dans les pas des Libanais qui m'ont précédé. Donc c'est ce rapport-là, cette proximité du Liban, tout en étant souvent assez loin de cette terre. Il y a une formule qui dit que Lubnan est al-sama, c'est-à-dire que c'est un morceau de ciel. Et c'est très poétique parce que ça veut dire qu'il est aussi dans le ciel qui est au-dessus de nous pendant cette interview. Même maintenant, oui, regardez, quand on lève les yeux, on regarde le ciel, on pourrait. Exactement. Et j'ai cette idée-là avec le Liban qui me suit partout. Magnifique. Ah oui, ça aurait été aussi intéressant de parler du Liban comme étant une partie de votre bulle à vous, puisque elle vous suit tout le temps. Oui, tout à fait. Le Liban est tout le temps présent. Tout à fait. Je vous ai dit que j'étais un nomade, donc ma bulle s'adapte à mes habitudes. Voilà, tout simplement. Et la culture libanaise alors, parce qu'elle est magnifique, il faut le dire. Parlons de la musique, mais on peut parler de littérature. Vous vous intéressez à la culture libanaise ? Tout à fait, j'ai cité mes influences littéraires, j'aurais pu aussi parler de Amin Maalouf. Oui. Léon l'Africain, c'est peut-être dans mes 3 romans préférés de tous ceux que j'ai lus, c'est peut-être un de mes 3 romans préférés. Je trouve que il y a on revient encore une fois au rapport à l'histoire, parce que Léon l'Africain, c'est la Renaissance. Et je trouve ça très intéressant de voir la diversité des thèmes abordés. Si vous regardez par exemple Oudaba al-Mahjar, si on prend le plus connu d'entre eux, bien sûr, Khalil Gibran, c'est le fondateur de la première société littéraire arabe américaine. Amin Maalouf, il a écrit Le Rocher de Tagnos, ça se passe au Liban, mais Léon l'Africain, c'est le Maghreb, l'Andalousie, il y a une partie au Sanghaï, il y a une partie en Afrique de l'Ouest, puis l'Égypte, tout le Moyen-Orient pour se finir en Italie. Il y a les échelles du Levant, qui se passe donc au Levant, en Méditerranée orientale, il y a Samarcande en Asie centrale, et c'est très intéressant de voir le rapport à la diversité géographique et à l'universalité du patrimoine humain, qui est le résultat de cet éparpillement des Libanais, parce qu'aujourd'hui il y a plus de Libanais qui vivent à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur, et je pense qu'il n'y a pas énormément de pays qui sont dans cette situation-là, et ça donne un cachet particulier. C'est vrai, quand on voit les choses de cet angle-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et la musique, alors, je sais que vous aimez la diva, Fayrouz, et l'incontournable Marcel Khalifa, qui lui est libanais, mais on le considère plus palestinien que libanais peut-être, parce que il chante beaucoup pour la Palestine, mais il est libanais, on est d'accord. Oui, je pense que tous ceux qui sont concernés par la question palestinienne sont un peu palestiniens au fond d'eux-mêmes. Donc, pour ce qui est de Marcel Khalifa, oui, j'aime bien comment il dit Marcel Khalifa. Voilà, et tout d'un coup, je sais pas, par magie, c'est un Libanais qui est en face de moi. Marcel Khalifa, j'adore. Je viens de me transformer là, tout d'un coup. Il y a ce rapport très profond. Il me semble qu'il était pendant l'invasion en 82, l'invasion de Beyrouth par les forces israéliennes. Il me semble qu'il était aux côtés de Mahmoud Darwish pour un concert qu'il donnait à Beyrouth Ouest, et c'était très marquant. On voit, je pense, la force de ce type de géants qui n'ont pas peur d'afficher haut leurs convictions. Et vous avez parlé de Fayrouz aussi. C'est pour vous dire, la dernière chanson que je viens d'écouter avant cette interview, c'est Rajain Ya Hawa. Rajain Ya Hawa. Oui, donc c'est cette permanence, le fait que les musiques colorent nos expériences.
quand j'écoute une musique, je revois l'endroit où j'ai écouté pour la première fois cette musique. Et c'est très important pour moi de me constituer cet univers à partir des parcelles des lieux dans lesquels j'ai vécu. Et la musique vous aide justement, ou la chanson vous aide à fermer les yeux et à revoir ces endroits qui ont compté dans votre vie. Oui, tout à fait. Ça m'aide à repenser à une rencontre, à une conversation, à une découverte. C'est aussi toutes ces expériences-là qui sont condensées dans la musique. On dit c'est un langage universel, on le sait pas pour rien. Oui, c'est clair. Alors, est-ce que vous savez, Mohamed Abdallah, qu'il y a un Mohamed Abdallah footballeur? Il est soudanais. Il y a Mohamed Abdallah boxeur. Il est libanais, lui, par contre, mais il vit en Allemagne. Il y a un homme politique yéménite. Et chez nous, il y a un écrivain qui fait parler beaucoup de lui. Vous connaissez les autres? Vous avez entendu parler? On vous a jamais confondu, mais vous avez déjà entendu parler de ces autres, Mohamed Abdallah? Oui, vous avez raison de dire qu'on m'a jamais confondu avec un boxeur ou un footballeur. J'ai jamais été extrêmement sportif, mais c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que le prénom Mohamed, je crois que c'est le plus donné au monde. Et Abdallah aussi, c'est assez commun dans le monde arabe en général. Donc je pense que ce n'est pas surprenant qu'il y ait là, je suis un peu sur les maths, sur une discipline semi-mathématique, sur les statistiques. Statistiquement, à la naissance, j'étais absolument certain d'avoir des homonymes illustres, et je suis assez, comment dirais-je, assez impressionné par toute cette liste de Mohamed Abdallah qui sont venus avant moi, et j'espère être un de ces noms que l'on citera. Peut-être qu'après il y aura un autre Mohamed Abdallah et qu'on citera le boxeur, le footballeur, l'homme politicien et peut-être le faiseur d'histoire. Voilà, l'écrivain et le faiseur d'histoire. Le faiseur d'histoire, pour reprendre l'expression de Liad Hadir. De Liad Hadir, qu'on salue, parce c'est une personne formidable qu'on a reçue dans l'émission Dans ma bulle, et c'est un écrivain exceptionnel. Je tiens à dire quand même aux auditeurs qu'avant l'émission, vous étiez un peu stressés, mais ça s'est plutôt bien passé. On a passé un beau moment, et moi j'ai adoré vous avoir, parler avec vous, discuter avec vous, c'est un plaisir. Avant de vous laisser repartir, on va parler de vos projets, parce que je sais que ça cogite pas mal dans votre tête, qu'il y a forcément des projets encore et encore que vous aimeriez et qui vous tiennent à cœur. Ce serait quoi? L'écriture encore et encore? Oui, je continue d'essayer de concilier mathématiques et écriture. Là, j'ai un 3e roman sur le Liban qui est en train d'être fini. Je suis en train de le boucler. Et j'espère pouvoir continuer cette aventure. Je sais que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas comme si j'avais comme si je maîtrisais tous les facteurs en fait. Mais puisque j'ai cette petite fenêtre qui s'est ouverte, je vais essayer de ne pas la laisser se refermer. Oui, bien sûr. Et ne serait-ce que pour des moments comme celui-là, je pense que ça en vaut la peine. Merci beaucoup. Mille merci à vous d'être venu, de nous avoir l'espace d'une émission laissé rentrer dans votre bulle qui est très littéraire, on est d'accord, mais il y a plein de choses à découvrir avec vous, qu'on a découvert tout au long de cette émission. Mille merci et bon vent à votre dernier livre et à une prochaine fois pour découvrir d'autres écrits. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Mille merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de Dans ma bulle. On se retrouve très vite sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.